La grande histoire de la Seconde Guerre mondiale. Épisode 14. L'Axe dans la tourmente. Au début de l'année 1943, la Seconde Guerre mondiale est devenue véritablement une confrontation générale. De plus en plus de nations sont impliquées dans le conflit, qu'elles se soient alignées aux côtés des Alliés ou des puissances de l'Axe, ou qu'elles se soient retrouvées sans défense sous une occupation militaire. En envahissant l'Union soviétique, Adolf Hitler avait réveillé un formidable adversaire. Au cœur du terrible hiver russe, dans les ruines d'une ville qui avait subi de trop longs mois de combat, les forces allemandes furent contraintes à une humiliante reddition. Des milliers de prisonniers de guerre se sont retrouvés à patauger dans les plaines russes. La chute de Stalingrad fut un des moments clés de la guerre, car l'armée rouge put alors commencer à repousser les occupants allemands et à reconquérir leur pays. Le peuple allemand était de plus en plus conscient de l'avantage de poids que les Américains apportaient à l'effort de guerre allié. Les bombardiers de l'aviation américaine avaient rejoint ceux de la RAF pour des raids d'envergure contre les ports, les centres industriels et les grandes villes, délivrant ainsi un véritable message de leur détermination à Hitler et ses généraux, tout en sapant la confiance du peuple allemand à l'égard de son Führer. En 1943, l'espoir d'une issue favorable naissait dans la guerre contre le Japon dans le Pacifique. Pour les jeunes marines américains, l'île de Guadalcanal était synonyme de tout sauf celui de paradis tropical. La réalité était tout autre. Les nuits perturbées par les explosions de bombes et les tirs d'artillerie, les combats sauvages dans une jungle fétide, les marines plongeant dans leurs trous à rats pendant que les avions japonais mitraillaient la zone, la lutte contre la malaria et la dysenterie, et la menace permanente des tirs des snipers. Mais la ténacité des Japonais à Guadalcanal était doucement mais sûrement en train de lâcher. La victoire arriva un peu plus tôt que ne l'avaient espéré les généraux américains et australiens. À travers toute l'Asie, les militaires nippons tenaient sous leur coupe de nombreuses nations, démentant ainsi les promesses du Japon de les conduire vers un futur brillant. La Seconde Guerre mondiale posait un véritable dilemme aux nationalistes anticolonialistes de la région. Devaient-ils croire les promesses des Japonais ou tenter de négocier avec les Alliés ? Le traitement souvent barbare des populations locales par leurs nouveaux maîtres japonais les aida à opter pour le colonialisme, définitivement le moins grave de leurs problèmes d'alors.
De plus, le président américain était en train de construire prudemment une relation de coopération avec la Chine, une nation en guerre contre le Japon depuis 1937. Les Chinois étaient nettement du côté des Alliés, en dépit de leur réserve à collaborer avec l'Occident. En Afrique du Nord, les Alliés reçurent un accueil favorable des populations indigènes qui regardaient, en observateurs muets, la guerre se dérouler sur leur sol. Le conflit entre les puissances européennes se déroulait, heureusement, plus souvent au cœur du désert que dans leurs villes. Pour les Alliés, le succès dans le sable et les collines arides d'Afrique du Nord laissait entrevoir l'espoir de la fin du national-socialisme d'Hitler et de son idéologie obsessionnelle de pureté raciale. Au début de l'année 1943, les troupes américaines et britanniques qui avaient débarqué par surprise sur les côtes du Maroc et de l'Algérie au début de l'hiver attendaient la décision d'une grande tentative de poussée vers l'Est dans l'espoir de rejoindre les forces sous le commandement du Britannique Montgomery. La 8e armée de Montgomery avançait le long de la côte méditerranéenne depuis la direction opposée, en marchant sur les talons de l'armée allemande en retraite conduite par Rommel, surnommé le renard du désert. La victoire arrachée par Montgomery sur les forces de Rommel au cours de la bataille d'El Alamein, en plein désert de Libye, avait largement remonté le moral des Britanniques. La percée alliée à El Alamein avait forcé Hitler à donner une plus grande importance stratégique aux opérations en Afrique du Nord. Avec son allié italien Benito Mussolini, il envoya encore plus d'hommes et de matériel dans la région, par air et par mer, en provenance de la Sicile. Les succès alliés en Afrique du Nord avaient également obligé Hitler à envahir le sud-est de la France, auparavant zone libre, administrée par le gouvernement pétainiste basé à Vichy. La France entière était désormais directement sous la main de fer des nazis, comme pratiquement tous les pays européens, soit conquis par les Allemands, soit dirigés par des gouvernements alignés aux côtés d'Hitler. Et Hitler avait accéléré les processus afin d'établir son ordre nouveau, fondé sur des idées de suprématie raciale. La haine d'Hitler se focalisait principalement sur les Juifs d'Europe. Lors des mois précédents, 5 camps de la mort situés en Pologne, occupés par les nazis, avaient commencé à mettre en œuvre le terrible programme d'élimination. Aux États-Unis, l'opinion publique restait unie derrière le président Roosevelt, le soutenant dans la guerre contre l'Allemagne et les puissances de l'Axe, y compris bien sûr le Japon. La dévastatrice attaque japonaise contre Pearl Harbor en décembre 1941 ne pouvait être oubliée, encore moins pardonnée. Les Japonais avaient cherché à éliminer la puissance navale américaine du Pacifique central pour protéger les zones pétrolifères des Indes orientales hollandaises, aujourd'hui l'Indonésie, ainsi que les autres riches territoires plus au sud. Le Japon s'était aligné sur la conduite des nazis dans leur quête de suprématie en Europe, car le gouvernement japonais considérait qu'ils étaient la seule nation disposant de la puissance industrielle et militaire suffisante pour mettre un terme à la domination occidentale en Asie. En janvier 1943, le Japon avait déjà pris le contrôle des Philippines en dépit des forces de défense locales épaulées par les Américains. Les Japonais s'étaient aussi emparés de Hong Kong, de la Malaisie et de Singapour, alors aux mains des Britanniques et de l'Indonésie hollandaise. En Birmanie, aux frontières de l'Inde, où les mouvements indépendantistes commençaient à se faire entendre,
les forces japonaises entrèrent sans rencontrer d'opposition sérieuse. Mais depuis quelques mois, les troupes américaines et australiennes combattaient âprement les Japonais sur terre et sur les mers dans les îles Salomon, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À Guadalcanal, les généraux japonais décidèrent d'arrêter l'hécatombe et évacuèrent les troupes de l'île. L'empereur Hirohito donna son approbation formelle pour cette retraite et les Alliés eurent enfin l'espoir que l'enchaînement des victoires japonaises en Asie arrivait à son terme. À des milliers de kilomètres, perdus dans les neiges du redoutable hiver russe, les Allemands rencontraient une terrible opposition de la part des Soviétiques. La confrontation entre l'Allemagne d'Hitler et l'Union soviétique, qui avait commencé lorsque les armées allemandes avaient passé la frontière, à partir de la Pologne occupée 1 an et demi plus tôt, prenait, en janvier 1943, un tour nouveau. Hitler avait imaginé que le régime établi par Joseph Staline allait s'effondrer de l'intérieur. Mais le front de l'Est allait s'avérer terriblement coûteux pour le Troisième Reich, en vie humaine et en matériel. C'était le prix à payer pour découvrir à quel point l'armée rouge était déterminée à résister. Maintenant, un deuxième hiver russe sapait le moral des soldats allemands, gelés et épuisés, et dont certains se trouvaient encore dans la ville de Stalingrad sur les bords de la Volga. Stalingrad, aujourd'hui Volgograd, se trouve à environ 1000 km au sud de Moscou, mais son emplacement lui permet de contrôler l'approvisionnement vers le nord de l'Union soviétique. Les usines de sa zone industrielle avaient continué à produire des tracteurs et de l'armement en dépit de la guerre et de l'invasion. Au-delà de la ville se trouvaient les puits de pétrole du Caucase que les Soviétiques considéraient comme une partie vitale de leur empire. Pour toutes ces raisons, la ville de Stalingrad avait attiré l'attention d'Hitler. Elle subit de terribles bombardements de la Luftwaffe l'été précédent, tandis que la 6e armée allemande tentait de l'encercler. Dans la ville réduite en cendres, le bilan humain s'élevait à des centaines de milliers de victimes. Les Russes, tant civils que militaires, avaient payé le plus lourd tribut. Mais en novembre 1942, une contre-offensive de l'armée rouge avait piégé les forces allemandes ainsi que les contingents roumains et italiens dans une zone de la rive occidentale de la Volga et avait empêché les renforts allemands d'effectuer une percée. Les provisions s'épuisèrent en un rien de temps, tandis que le typhus se répandait à grande vitesse parmi les troupes allemandes et les autres contingents qui combattaient à leur côté. 9 jours après le début de la nouvelle année, en plein cœur de l'hiver, un capitaine russe apparut près des lignes allemandes avec un drapeau blanc. Il venait offrir au général Paulus, commandant la 6e armée allemande, l'opportunité de faire une reddition honorable. Paulus était un stratège expérimenté qui avait commencé sa carrière militaire avant la Première Guerre mondiale et qui faisait tout son possible pour suivre les ordres d'Hitler, qui lui commandait de tenir Stalingrad à tout prix. Cependant, il n'y avait plus grand-chose à faire. Paulus et ses hommes savaient qu'il ne leur restait plus qu'à combattre jusqu'à la mort. Les Allemands tinrent aussi longtemps qu'ils le purent. Au soir du dernier jour de janvier, l'armée rouge parvint au centre de la ville, forçant Paulus à se cacher dans un ancien magasin. Les Russes le capturèrent dans la cave de l'immeuble, tout habillé sur son lit de camp. Lui et ses hommes avaient perdu toute combativité. Leur cauchemar était devenu réalité
La bataille pour Stalingrad était terminée. Ailleurs, d'autres signes de très mauvais augure pour les envahisseurs allemands apparurent. Le 18 janvier, le blocus qu'ils avaient établi autour de la deuxième plus importante ville russe, Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, avait été brisé. Les Russes avaient réussi à tracer un étroit couloir par lequel ils faisaient passer des approvisionnements pour la ville affamée et décimée par les maladies. Ils réussirent aussi à évacuer un grand nombre de civils. Staline, depuis un moment, pressait les États-Unis et la Grande-Bretagne d'ouvrir un front en Europe occidentale pour réduire la pression sur l'Union soviétique. Bien qu'un second front en Europe n'était alors pas envisageable, les progrès des Alliés en Afrique du Nord avaient permis de détourner une partie des ressources militaires de l'Axe loin de la Russie. Les Alliés marquaient le pas en Afrique du Nord, ralentis par les pluies hivernales. Mais au plus haut niveau politique, les bases d'un accord sur la conduite à tenir prenaient forme. La bataille de Stalingrad entrait dans sa toute dernière phase quand deux hommes se retrouvèrent à l'hôtel Anfa de Casablanca, le principal port du Maroc, sous les pseudonymes de Amiral Q et Monsieur P. Le personnel de l'hôtel fut estomaqué de voir qu'il s'agissait en fait du président américain Roosevelt, qui était arrivé par les airs via l'Afrique occidentale, et du Premier ministre Winston Churchill, arrivé depuis Londres à bord d'un bombardier spécialement aménagé. Staline avait été invité à les rejoindre, mais il fit parvenir un message disant qu'il lui était impossible de quitter son pays à un moment si crucial. Il ne manqua pas cependant de rappeler aux deux autres participants qu'ils avaient promis d'ouvrir un second front en Europe au printemps. Le Maroc était un protectorat français dirigé auparavant par des représentants loyaux à la France de Vichy. Il était aujourd'hui une place sûre pour les deux chefs d'État après que les Alliés s'y soient installés. L'amiral Darlan, ayant renoncé à son allégeance à Vichy, avait accordé aux Américains le droit d'utiliser les ports pour leur transport de troupes. Lorsque Darlan fut assassiné par un dissident français quelques semaines plus tard, son poste d'administrateur d'Afrique du Nord fut occupé par un autre ancien vichiste, le général Henri Giraud. Giraud avait été amené à ses responsabilités par les Américains, aux grandes dames du général de Gaulle. De Gaulle était un opposant au nazisme et au gouvernement de Vichy depuis le commencement. En tant que chef des forces françaises libres basées à Londres, il était devenu le symbole de la résistance française. Les deux généraux français, de Gaulle et Giraud, furent conviés à l'hôtel Anfa à assister aux 9 jours de discussion désormais connus comme la conférence de Casablanca. Ils furent obligés de taire diplomatiquement leur animosité réciproque. Entre Roosevelt et Churchill, les relations étaient plus faciles car c'était la 4e fois que les deux hommes se rencontraient depuis le début de la guerre. À l'issue de la conférence, Roosevelt déclara à la presse que lui et Churchill s'étaient mis d'accord sur le fait que la guerre durerait jusqu'à ce que les Alliés obtiennent une reddition sans condition de leurs ennemis. Ce qui signifiait aucune négociation, aucun arrangement et jugement des responsables des atrocités perpétrées. En fait, les Alliés avaient décidé de cette politique bien avant Casablanca. Le rapprochement avec les anciens responsables de Vichy, qui avaient auparavant collaboré avec les nazis, était sévèrement critiqué aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Roosevelt dut rappeler que leur objectif était d'obtenir la défaite totale du nazisme et de son idéologie criminelle. En signe d'estime envers Staline, Roosevelt déclara devant les nombreux reporters présents qu'il rendait hommage au rôle déterminant que la Russie jouait dans cette guerre.
Cependant, la plupart des plus importantes décisions prises à Casablanca durent être cachées au public. La première de ces décisions était que le second front qui serait ouvert contre l'Allemagne le serait en Sicile ou en Sardaigne, et ensuite sur le sol italien plutôt que dans le nord-ouest de la France. Il fut aussi décidé que l'invasion de l'ouest de l'Europe par la Manche n'était pas envisageable en 1943. Il n'y avait pas encore assez de troupes américaines en Angleterre, pas assez de navires pour un débarquement aussi important en France. Cependant, la planification de ce débarquement programmé pour 1944 progressa et entra dans sa phase opérationnelle. Une autre décision restée elle aussi secrète après la rencontre de Casablanca fut l'accord concernant les raids de bombardement sur l'Allemagne par les Américains et les Anglais dans le but d'affaiblir la puissance allemande sur les théâtres d'opérations russes et méditerranéennes. Ces bombardements devraient cibler les infrastructures militaires et industrielles allemandes et, selon les termes de l'accord, affaiblir le moral du peuple allemand et saper sa capacité à résister. En ce qui concerne les deux généraux français, ils parvinrent à un accord de partage d'autorité avec les Français d'Afrique du Nord, tout en espérant que ces terres resteraient sous le contrôle des Alliés. Car l'Afrique du Nord s'était avérée un théâtre d'opérations peu favorable aux Alliés, nouvellement débarqués. La route à travers la Tunisie pour faire la jonction avec les hommes de Montgomery était un véritable défi. Ils avaient franchi la frontière de la Tunisie quelques semaines plus tôt, mais avaient été stoppés par des unités allemandes ainsi que par des pluies hivernales rendant les pistes impraticables. Dans la capitale, Tunis, si proche de la Sicile, les Allemands et les Italiens avaient renforcé leur présence militaire, redéployant des avions de transport depuis le front de l'Est. Le commandement français à Tunis, resté loyal à Vichy, autorisait les Allemands à utiliser les aérodromes de Tunisie pour leurs ponts aériens. La marine italienne souffrait d'une pénurie de mazout et les Alliés, eux, manquaient de bateaux pour transporter leurs hommes à travers la Méditerranée. Des navires civils et des navires de croisière furent donc réquisitionnés. Après la bataille d'El Alamein, Rommel ne fut plus jamais en mesure de tenir un front solide face à Montgomery et ses troupes composées de Sud-Africains, d'Indiens, de Néo-Zélandais et d'autres encore, aux côtés des soldats britanniques. Aux premières lueurs du 23 janvier, un char britannique conduit par 7 hommes du régiment des Gordon Highlanders réussit à pénétrer dans les ruines désertes de la capitale libyenne, Tripoli, après avoir roulé sur une route déserte mais minée, où chaque pont avait été détruit par les troupes allemandes en retraite. Les chars alliés qui suivirent découvrirent que le renard du désert et ses hommes avaient fui, et Montgomery reçut la reddition de la ville des mains de son maire italien en tenue de cérémonie pour l'occasion. La chute de Tripoli signifiait que Rommel, alors en route vers la Tunisie, avait perdu sa principale base d'approvisionnement et que les Italiens, eux, avaient perdu la dernière partie de leur empire africain. Les armées d'Hitler perdaient pied en Afrique du Nord. Elles dominaient toujours l'Europe et rien ne semblait encore pouvoir mettre fin à ce régime de terreur qu'elle faisait peser sur les pays occupés. Au début 1943, 5 ans de la mort étaient en service en Pologne. À la différence des camps de concentration dans lesquels les nazis emprisonnaient leurs opposants politiques, religieux ou ceux qu'ils jugeaient socialement inadaptés, les camps de la mort étaient spécialement conçus pour une extermination industrielle.
Les victimes de ces camps étaient des Polonais, des Hongrois, des prisonniers de guerre soviétiques et surtout les Juifs, acheminés de toute l'Europe. L'organisateur de ce génocide était Heinrich Himmler, l'un des plus proches sbires d'Hitler. La SS d'Himmler comprenait des unités militaires et de police aux côtés de l'armée régulière allemande. Ses membres étaient recrutés en fonction de leur adhésion idéologique au nazisme et à la pureté présumée de leur race. Le SS était le prototype de la race dont Hitler rêvait. En Pologne, Varsovie était le lieu de résidence de la majorité des Juifs du pays. Un peu plus de 2 ans auparavant, les Allemands avaient forcé tous les Juifs de la ville à s'installer dans une zone délimitée et close par des murs, le tristement célèbre ghetto de Varsovie. Tous les mouvements d'entrée et sortie étaient contrôlés par des gardes armés qui isolaient ainsi les Juifs du monde extérieur. Dans cette zone surpeuplée, le typhus et la tuberculose se répandaient vite. La malnutrition créait des conditions favorables à ces épidémies. Quelques 330 000 Juifs du ghetto avaient été déportés. Il en restait environ 60 000. Ce fut un choc pour les Allemands lorsque, à la mi-janvier, une petite rébellion éclata, prémisse de la révolte du ghetto. Pour la première fois, les Juifs du ghetto de Varsovie, lequel était en fait la salle d'attente des camps de la mort, avaient tenté de s'opposer aux nazis. En Allemagne, le peuple commençait à perdre ses illusions concernant Hitler et son régime, particulièrement lorsque les avions américains et anglais bombardèrent des sites importants, dont Berlin. Le 16 janvier, la RAF était revenue au-dessus de Berlin après 14 mois de pause. La ville fut touchée par 8000 bombes conventionnelles et des milliers de petites bombes incendiaires. Cette attaque intensive se renouvellera la nuit suivante. 10 jours plus tard, les bombardiers américains effectuèrent leur première mission sur le territoire allemand lors d'un raid de jour contre la base navale de Wilhelmshaven sur la mer du Nord à l'ouest de Hambourg. Puis ce fut le tour de Hambourg de se retrouver sous les bombes. Le samedi 30 janvier, la RAF marqua le 10e anniversaire de l'Allemagne nazie en effectuant 2 raids contre la région. Le second, dans l'après-midi, fut programmé pour interrompre une radiodiffusion du discours de célébration par le ministre de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels. Quels que soient les doutes que puisse avoir le peuple allemand et quelles que soient les questions que se posaient les proches d'Hitler sur son état d'esprit, Goebbels était le plus loyal d'entre tous. Jamais les talents oratoires de Joseph Goebbels n'avaient été aussi nécessaires, en particulier alors que les nouvelles de la défaite allemande à Stalingrad commencèrent à filtrer. Stalingrad était la première grande défaite de l'Allemagne, et il serait difficile de dissimuler l'importance des pertes à un public allemand déjà très meurtri. Le 2 février, la dernière unité allemande cernée dans la zone industrielle de la ville russe suivit l'exemple du général Paulus et rendit les armes. Le montant des pertes à Stalingrad est éloquent. Du côté allemand, au moins 120 000 hommes étaient morts et au moins 91 000 faits prisonniers, dont 24 généraux. Seulement 5 000 de ces prisonniers allaient un jour rentrer chez eux. Un quart périt dans les jours qui suivirent leur capture, affaiblis par la maladie, la malnutrition et l'absence de soins médicaux. Du côté russe,
La population civile de la ville avait été décimée et les pertes de l'armée rouge étaient encore plus élevées que celles des Allemands. On estime que 250 000 soldats russes furent tués, capturés ou blessés dans ces combats. Dans ses quartiers généraux de campagne à Rastenburg, en Prusse orientale, Hitler réprimanda ses généraux. L'écrasante défaite de Stalingrad avait amplifié ses désaccords avec les officiers de son état-major, dont certains étaient des soldats de carrière avant qu'ils ne deviennent nazis. Le malaise d'Hitler était fondé car après Stalingrad, le général Paulus devint l'un des leaders d'un groupe d'officiers allemands encouragés par les soviétiques qui par radio incitaient leurs confrères officiers à renverser Hitler. À Berlin, Goebbels adressa un message de ralliement dans un impressionnant discours radiodiffusé dans toute l'Allemagne. L'auditoire, massé dans le stade, avait été sélectionné avec soin. Il hurla son approbation lorsque Goebbels exigea que la nation allemande redouble ses efforts contre ce qu'il décrivit comme la menace bolchevique venue de l'Est. C'était seulement maintenant, après Stalingrad, que la pleine mesure de cette menace pouvait être comprise, dit-il. Mais le peuple allemand allait suivre Hitler contre vents et marées. « Désirez-vous une guerre totale » déclara-t-il. « S'il le faut, voulez-vous une guerre encore plus totale et radicale que personne ne l'a jamais imaginée ?» La foule lui hurla son soutien. Mais l'adhésion à Hitler était en train de se relâcher. Les badauds du centre-ville de Munich furent surpris de découvrir des graffitis anti-nazis sur les murs. Dans l'université de la ville, des étudiants osèrent même protester, scandant des « Abba Hitler ». Un groupuscule étudiant, la Rose Blanche, avait fait circuler des tracts anti-nazis dans un certain nombre de villes pendant des mois. Les étudiants de la Rose Blanche étaient des non-violents. Un certain nombre d'entre eux avaient servi sur le front ouest. L'un d'entre eux avait été témoin du traitement réservé par les Allemands aux Juifs polonais dans le ghetto de Varsovie. Il ne pouvait effacer ces images de sa mémoire. N'est-il pas vrai que chaque Allemand a honte de son gouvernement aujourd'hui ? Disait la première lettre. Qui peut imaginer quel degré de honte lorsque ces crimes affreux qui dépassent l'imagination humaine seront enfin révélés ? Sans surprise, les nazis écrasèrent rapidement ce mouvement avant qu'il ne puisse grossir au point de devenir dangereux. La Gestapo, la police secrète, fut efficace. Les deux leaders du réseau, Hans Scholl, un étudiant en médecine de 25 ans, et sa sœur Sophie, étudiante en biologie âgée de 21 ans, ainsi qu'un troisième étudiant furent exécutés fin février. 3 autres activistes de la Rose Blanche partagèrent leur sort avant la fin de l'année, payant le prix maximum pour avoir osé dire tout haut ce que de nombreux Allemands désormais pensaient. La défaite de Stalingrad avait porté un coup violent au prestige de la puissance militaire allemande en Europe. Dans le Pacifique, l'image de l'armée japonaise, à savoir celle d'une machine militaire efficace et d'une armée imbattable, était aussi en train de se fissurer. Les Alliés avaient choisi la chaîne des îles Salomon dans le Pacifique Sud comme point de départ de leur contre-attaque. Les Japonais occupaient plusieurs des plus grandes îles. Les Américains et les Australiens débarquèrent sur l'une d'elles, Guadalcanal. Un aérodrome y était alors en construction. Si les Japonais pouvaient en reprendre le contrôle et le rendre opérationnel, ils menaceraient les routes maritimes entre les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Durant l'automne et l'hiver 1942, les Japonais menèrent une lutte acharnée sur terre, sur mer et dans les airs. Les indigènes, dont la sympathie allait vers les Alliés, gardaient un œil sur les mouvements de l'armée nippone. Début 1943, les troupes américaines avancèrent vers le nord de Guadalcanal. L'aérodrome était entre les mains américaines, mais ils avaient peur d'une nouvelle offensive japonaise.
Bien peu soupçonnaient que les officiers japonais avaient reçu l'ordre de l'empereur de se retirer et que les opérations navales étaient en cours pour procéder à l'évacuation des troupes. À la fin de la première semaine de février, plus de 10 000 soldats japonais avaient été évacués de l'île avant même que les Alliés ne réalisent que la bataille de Guadalcanal était terminée. À partir de ce moment, Guadalcanal devint une base alliée majeure, avec de nouvelles pistes d'aérodromes et un port. 1700 soldats américains avaient été tués et 5000 blessés. Mais l'objectif suivant, la reconquête des Philippines, ne semblait plus une mission impossible. De plus, les chantiers navals américains travaillaient à plein régime, produisant plus de navires de guerre que les Japonais. Pour le Japon, la perte de 860 avions et 15 navires de guerre avec leurs équipages hautement entraînés était un problème majeur. La défaite conduisit les militaires japonais à réorienter leur stratégie. Ils décidèrent de se maintenir en Nouvelle-Guinée et de se mettre en position défensive le long du périmètre sud de la zone qu'ils contrôlaient. En dépit de leur revers à Guadalcanal, la détermination des Japonais de se comporter en leader d'une Asie enfin réveillée pouvait être un handicap à l'effort de guerre des Alliés. Et ceci était encore plus vrai en Inde, toujours considérée comme le joyau de la couronne de l'Empire britannique, dont les armées comptaient un grand nombre de recrues locales. Mais la marche vers l'indépendance de l'Inde avait déjà débuté. En 1943, le leader des nationalistes indiens, le Mahatma Gandhi, avait été emprisonné pour avoir déclaré que l'Inde devait obtenir l'indépendance immédiatement si elle devait soutenir l'effort de guerre allié. En conséquence, il y eut des arrestations nombreuses parmi les supporters de Gandhi. De plus, l'armée ouvrit le feu contre des manifestants non armés. Dans les Indes orientales, les populations ne craignaient plus leurs maîtres britanniques, les ayant vus être humiliés lors de leur retraite de Birmanie l'année précédente, et ils sabotaient des voies ferrées et des lignes télégraphiques. La perte de la Birmanie avait été un terrible coup, privant l'Inde de 15% de ses approvisionnements en riz dont elle était si dépendante. Les Britanniques réalisèrent vite qu'il était vital de reprendre le contrôle de la Birmanie dans le but d'éteindre la rébellion en Inde tout autant que de battre les Japonais. Le Japon contrôlant les côtes orientales de la Chine, la célèbre route de Birmanie avait été la principale voie pour faire parvenir du matériel aux forces nationalistes chinoises opérant au cœur de leur pays. Cette route ayant été fermée par les Japonais, les Alliés étaient dans l'obligation d'ouvrir une autre route pour continuer à alimenter les unités de Chiang Kai-shek. Le président américain, persuadé que l'assistance à la Chine dans son combat contre le Japon était vitale, avait persuadé le leader chinois Chiang Kai-shek d'accepter le lieutenant-général Joe Stilwell comme conseiller militaire avec le titre de commandant en chef. Lors d'une réunion à New Delhi le 7 février, Chiang Kai-shek accepta d'apporter le soutien de ses troupes à la reconquête de la Birmanie en échange de l'aide des États-Unis. Stilwell supervisa la construction d'une nouvelle route à partir de l'Edo en Inde, destinée à rejoindre les dernières sections de la route de Birmanie. Le chantier, véritable défi d'ingénierie, avançait très lentement, malgré le travail de 15 000 soldats américains, noirs pour la plupart, et de 35 000 Indiens. Les maladies tropicales firent des ravages. Des milliers de soldats américains périrent pendant la construction de cette route, ainsi qu'un grand nombre de travailleurs locaux. Les responsables de l'aviation américaine estimaient que cette route ne serait jamais aussi efficace que les missions de parachutage, dangereuses, parce que obligeant les pilotes à voler à travers les montagnes jusqu'en Chine. Le temps démontra qu'ils avaient raison.
L'offensive terrestre britannique menée contre les Japonais sur la côte occidentale de Birmanie progressait également très lentement. Les Britanniques et les soldats indiens se heurtaient à leurs adversaires japonais, bien entraînés et très aguerris. Cette première campagne d'Arakan eut cependant une conséquence heureuse. Elle accéléra les recherches pour trouver un médicament efficace pour prévenir la malaria. En février, les Britanniques avaient le moral en berne. Un succès en Birmanie leur redonnerait courage et espoir. Avec un timing parfait, une unité des forces spéciales bien entraînée allait jouer ce rôle dynamiseur. Il était prévu de les faire passer derrière les lignes japonaises en Birmanie afin de perturber leur logistique en détruisant les moyens de transport. Leur chef déclara aux journalistes que cette force spéciale allait s'appeler les Chindits, du nom d'un lion birman mythique. Les 3000 Chindits passèrent la frontière et s'enfoncèrent en Birmanie, mais trouvèrent un terrain plus difficile que prévu. Ils réussirent à faire sauter de nombreux ponts, attaquant des divisions d'infanterie japonaises. Vers la fin du mois de mars, ils reçurent l'ordre de revenir en Inde. Bien qu'il n'ait pas détruit beaucoup de voies ferrées, le raid des Chindits fut exploité par les médias, ce qui remonta le moral des Britanniques en Inde et en métropole. Obligatoirement, il était possible, grâce à une meilleure organisation, de contrecarrer les Japonais dans la jungle. En 1943, les Alliés furent obligés d'adapter leur stratégie militaire aux différents terrains rencontrés. La jungle birmane exigeait des tactiques de guérilla, mais les larges horizons d'Afrique du Nord étaient propices à des stratégies militaires plus classiques. Le général américain Eisenhower faisait autorité sur l'ensemble des opérations militaires alliées dans toute la zone de la Méditerranée. Le général britannique Montgomery recevait ses ordres de lui. Eisenhower était un commandant militaire exceptionnel, en ceci qu'il n'avait jamais été lui-même au combat. Mais son aptitude au commandement et ses capacités de diplomatie lui avaient attiré le respect de tous les commandants de première ligne. C'était une réussite remarquable. Eisenhower allait devoir affronter des situations difficiles qui nécessiteraient l'entière coopération de tous ceux qu'il commandait. Le 12 février, la 7e division blindée alliée traversa la frontière de la Libye se dirigeant vers la Tunisie. Toute la Libye était désormais aux mains des Alliés et Montgomery était en mesure de superviser le débarquement de matériel neuf dans le port de Tripoli fraîchement libéré. Mais quelques 17 000 soldats italiens et allemands restaient encore présents à Tunis et il était impératif d'empêcher Rommel de les rejoindre. Mi-février, Rommel fonçait vers l'ouest à la rencontre des forces alliées qui avaient fait de la ville algérienne de Tébessa leur base logistique à proximité de la frontière avec la Tunisie. Mais la route pour Tébessa passait par une piste montagneuse nommée la passe de Kasserine. Ce fut le lieu du premier affrontement à grande échelle de la Deuxième Guerre mondiale entre les forces américaines et allemandes. Les GIs, peu expérimentés, subirent de lourdes pertes. Les chars et les canons légers des troupes américaines n'avaient aucune chance face au lourd équipement allemand. Pourtant, en quelques jours, les Alliés réussirent à s'assurer le contrôle de la passe grâce à un appui aérien bien conduit. Il était évident maintenant que le temps de la suprématie d'Erwin Rommel était compté. En Angleterre, cet espoir raviva le moral, ce qui était capital pour aider les civils à supporter les aléas de la guerre.
En mars 1943, les pertes civiles en Grande-Bretagne dépassaient les pertes militaires. Mais les nuits de terreur des bombardements de Londres et du Blitz appartenaient maintenant au passé. La plupart de ceux qui avaient quitté la capitale pour des raisons de sécurité étaient revenus, et tous survivaient en dépit des pénuries et des rationnements qui en découlaient. Les campagnes d'information avaient réussi à convaincre le public que le rationnement était tolérable à condition d'y mettre un peu d'humour. De plus en plus d'Anglais réalisèrent que le meilleur moyen pour se procurer de la nourriture fraîche était d'élever de la volaille et de cultiver quelques lopins de terre. Ironie du sort, les privations de la guerre eurent un effet positif en Angleterre, résolvant le problème de chômage massif des années de l'entre-deux-guerres, alors que la flambée des dépenses du gouvernement empêchait de maintenir les finances britanniques en équilibre. Les leçons apprises alors que l'Angleterre luttait pour sa survie furent à l'origine, après la guerre, d'un nouveau système aujourd'hui connu sous le nom de National Insurance, assurant à chacun un revenu minimum. Un service de santé nationale fut créé, proposant des soins pour tous, sans distinction de conditions sociales. Le rapport Beveridge, qui détaillait ces propositions, devint un best-seller inattendu. Une version abrégée fut imprimée et distribuée au sein des forces armées. Un nouvel âge était en train de naître. La population attendait le jour où la Seconde Guerre mondiale allait prendre fin, persuadée que la vie ne serait jamais plus comme avant. It preserves the maximum of individual freedom and responsibility that is consistent with the abolition of want. Garder le moral à son plus haut niveau, à la fois au pays et sur le front, était d'une importance vitale. La propagande de temps de guerre était l'apanage d'Hitler et du régime nazi, et Winston Churchill regardait d'un œil attentif ce que la presse britannique publiait. Une première illustration de cette vigilance eut lieu lors des événements du 2 mars. Un mouvement de panique dans une station de métro utilisée comme abri contre les raids aériens à Bethnal Green fit 173 morts. La plupart étaient des femmes et des enfants, alors que les bombardiers allemands cette nuit-là ne firent aucune victime. Les habitants de la région ne comprirent pas pourquoi ce drame était si peu couvert par les journaux. De fait, il y avait une très bonne raison à ce silence médiatique. Winston Churchill avait décidé que cette histoire pourrait nuire au moral de la population et fournir des armes à la propagande allemande, ce qu'il était déterminé à ne pas leur donner. Au printemps 1943, des informations sur le traitement réservé aux Juifs européens dans les zones sous contrôle des nazis commencèrent à parvenir aux Alliés, les rendant encore plus déterminés à en finir avec Hitler, et rapidement. Le 23 mars, Himmler fut informé qu'environ 1,5 million de Juifs avaient été tués depuis le début de la guerre. Par pure coïncidence, le même jour, l'archevêque de Canterbury se trouvait à la Chambre des Lords à Londres et plaidait pour que le gouvernement britannique vienne en aide aux Juifs d'Europe. Nous avons aujourd'hui une énorme responsabilité, dit-il. Nous sommes à la barre de l'histoire par la volonté des hommes et de Dieu. Les autorités britanniques avaient eu connaissance de ce qui se passait dans les camps de concentration grâce aux casseurs de codes de Bletchley Park, dans le Buckinghamshire, qui surveillaient toutes les communications allemandes. Des rapports parvenaient également du gouvernement secret polonais,
et le Congrès mondial juif de Genève tentaient d'alerter le gouvernement britannique du drame qui se jouait. Certains fonctionnaires et politiciens britanniques jugèrent que ces histoires relevaient de la pure propagande. D'autres s'inquiétaient réellement. Winston Churchill croyait fermement que la meilleure façon d'aider ceux qui étaient traités de façon inhumaine dans les camps de concentration était de continuer à aller de l'avant avec l'obsession de battre l'Allemagne d'Hitler. Les nouvelles d'Afrique du Nord étaient très positives. En mars, Montgomery avait réussi à se mettre en position de force. Il avait 400 chars, alors que Rommel n'en avait plus que 160. Les Alliés avaient de plus la supériorité dans le ciel, ayant construit de nouveaux aérodromes, ce qui signifiait qu'ils ne dépendaient plus de leur base de Malte. Le temps était venu pour les Alliés d'envisager l'invasion de l'Italie. Un raid de bombardement contre la Sicile laissa Hitler sans aucun doute sur ce qui allait arriver. Il convoqua Rommel afin de discuter des mesures à prendre. Lors d'une réunion en Ukraine, celui-ci demanda à Hitler d'autoriser l'évacuation des troupes de l'Axe vers l'Italie où elles pourraient être rééquipées. Mais ni Hitler ni Mussolini n'étaient prêts à envisager une telle retraite. Rommel commençait à se lasser du faux optimisme des deux dictateurs qui ignoraient la réalité malgré les échecs subis. Dans le même temps, en Afrique du Nord, Montgomery avançait à grands pas vers la victoire en Tunisie. Avant le début de la guerre, les Français avaient construit une ligne de fortification, la ligne Mareth, dans le sud de la Tunisie. Après avoir perdu beaucoup de terrain en Afrique du Nord face aux Alliés et à la suite de l'opération Torche de l'automne 42, les puissances de l'Axe tentaient de tenir cette ligne grâce à des champs de mines, des fossés anti-chars, des barbelés et des positions d'artillerie soigneusement dissimulées, créant ainsi une position défensive efficace. Mais Montgomery était né sous une bonne étoile et vers la fin du mois de mars, il réussit à passer à travers la ligne Mareth. Le contrôle de la Tunisie n'était plus qu'une question de semaines. La victoire totale en Afrique du Nord était proche. Les Alliés étaient déjà prêts à envahir la Sicile et Rommel ne devait jamais revenir en Afrique. Par la suite, il allait jouer un rôle prédominant dans les opérations allemandes en Europe. Ses grands talents militaires et son expérience n'allaient pourtant pas stopper les Alliés qui gagnaient chaque jour du terrain. Le sort de la guerre avait tourné. Même les plus opprimés des victimes d'Hitler commençaient à ressentir un peu d'espoir. En Pologne, en cachette des nazis, une révolte était en cours d'organisation dans le ghetto juif de Varsovie, signe de la résistance de l'esprit humain face à l'adversité. L'ouverture d'un nouveau front semblait de plus en plus envisageable dans le sud de l'Europe. Les armées allemandes et italiennes perdaient pied en Tunisie. La détermination de Churchill à augmenter la pression pour obtenir une victoire rapide s'affirmait. Des nouvelles encourageantes parvenaient aussi du théâtre des opérations dans le Pacifique, où là aussi les Alliés reprenaient la main. Les Japonais étaient maintenant forcés d'affronter l'idée que leur armée impériale n'était peut-être pas aussi invincible qu'ils l'avaient pensé. Épisode 15. Les grandes manœuvres alliées.
La plupart de ceux qui avaient quitté la capitale pour des raisons de sécurité étaient revenus, et tous survivaient en dépit des pénuries et des rationnements qui en découlaient. Les campagnes d'information avaient réussi à convaincre le public que le rationnement était tolérable à condition d'y mettre un peu d'humour. De plus en plus d'Anglais réalisèrent que le meilleur moyen pour se procurer de la nourriture fraîche était d'élever de la volaille et de cultiver quelques lopins de terre. Ironie du sort, les privations de la guerre eurent un effet positif en Angleterre, résolvant le problème de chômage massif des années de l'entre-deux-guerres alors que la flambée des dépenses du gouvernement empêchait de maintenir les finances britanniques en équilibre. Les leçons apprises alors que l'Angleterre luttait pour sa survie furent à l'origine, après la guerre, d'un nouveau système aujourd'hui connu sous le nom de National Insurance, assurant à chacun un revenu minimum. Un service de santé nationale fut créé, proposant des soins pour tous, sans distinction de conditions sociales. Le rapport Beveridge, qui détaillait ces propositions, devint un best-seller inattendu. Une version abrégée fut imprimée et distribuée au sein des forces armées. Un nouvel âge était en train de naître. La population attendait le jour où la Seconde Guerre mondiale allait prendre fin, persuadée que la vie ne serait jamais plus comme avant. It preserves the maximum of individual freedom and responsibility that is consistent with the abolition of want. Garder le moral à son plus haut niveau, à la fois au pays et sur le front, était d'une importance vitale. La propagande de temps de guerre était l'apanage d'Hitler et du régime nazi, et Winston Churchill regardait d'un œil attentif ce que la presse britannique publiait. Une première illustration de cette vigilance eut lieu lors des événements du 2 mars. Un mouvement de panique dans une station de métro utilisée comme abri contre les raids aériens à Bethnal Green fit 173 morts. La plupart étaient des femmes et des enfants, alors que les bombardiers allemands, cette nuit-là, ne firent aucune victime. Les habitants de la région ne comprirent pas pourquoi ce drame était si peu couvert par les journaux. De fait, il y avait une très bonne raison à ce silence médiatique. Winston Churchill. Des rapports parvenaient également du gouvernement secret polonais, et le Congrès mondial juif de Genève tentait d'alerter le gouvernement britannique du drame qui se jouait. Certains fonctionnaires et politiciens britanniques jugèrent que ces histoires relevaient de la pure propagande. D'autres s'inquiétaient réellement. Winston Churchill croyait fermement que la meilleure façon d'aider ceux qui étaient traités de façon inhumaine dans les camps de concentration était de continuer à aller de l'avant avec l'obsession de battre l'Allemagne d'Hitler. Les nouvelles d'Afrique du Nord étaient très positives. En mars, Montgomery avait réussi à se mettre en position de force. Il avait 400 chars, alors que Rommel n'en avait plus que 160. Les Alliés avaient de plus la supériorité dans le ciel, ayant construit de nouveaux aérodromes, ce qui signifiait qu'ils ne dépendaient plus de leur base de Malte. Le temps était venu pour les Alliés d'envisager l'invasion de l'Italie. Un raid de bombardement contre la Sicile laissa Hitler sans aucun doute sur ce qui allait arriver. Il convoqua Rommel afin de discuter des mesures à prendre. Lors d'une réunion en Ukraine, celui-ci demanda à Hitler d'autoriser l'évacuation des troupes de l'Axe vers l'Italie où elles pourraient être rééquipées. Mais ni Hitler ni Mussolini n'étaient prêts à envisager une telle retraite. Rommel commençait à se lasser du faux optimisme des deux dictateurs qui ignoraient la réalité malgré les échecs subis. Dans le même temps, en Afrique du Nord, Montgomery avançait à grands pas vers la victoire en Tunisie.
Avant le début de la guerre, les Français avaient construit une ligne de fortification, la ligne Mareth, dans le sud de la Tunisie. Après avoir perdu beaucoup de terrain en Afrique du Nord face aux Alliés et à la suite de l'opération Torche de l'automne 42, les puissances de l'Axe tentaient de tenir cette ligne grâce à des champs de mines, des fossés anti-chars, des barbelés et des positions d'artillerie soigneusement dissimulées, créant ainsi une position défensive efficace. Mais Montgomery était né sous une bonne étoile et vers la fin du mois de mars, il réussit à passer à travers la ligne Mareth. Le contrôle de la Tunisie n'était plus qu'une question de semaines. De la Seconde Guerre mondiale. Épisode 14. L'Axe dans la tourmente. Au début de l'année 1943, la Seconde Guerre mondiale est devenue véritablement une confrontation générale. De plus en plus de nations sont impliquées dans le conflit, qu'elles se soient alignées aux côtés des Alliés ou des puissances de l'Axe, ou qu'elles se soient retrouvées sans défense sous une occupation militaire. En envahissant l'Union soviétique, Adolf Hitler avait réveillé un formidable adversaire. Au cœur du terrible hiver russe, dans les ruines d'une ville qui avait subi de trop longs mois de combat, les forces allemandes furent contraintes à une humiliante reddition. Des milliers de prisonniers de guerre se sont retrouvés à patauger dans les plaines russes. La chute de Stalingrad fut un des moments clés de la guerre, car l'armée rouge put alors commencer à repousser les occupants allemands et à reconquérir leur pays. Le peuple allemand était de plus en plus conscient de l'avantage de poids que les Américains apportaient à l'effort de guerre allié. Les bombardiers de l'aviation américaine avaient rejoint ceux de la RAF pour des raids d'envergure contre les ports, les centres industriels et les grandes villes, délivrant ainsi un véritable message de leur détermination à Hitler et ses généraux, tout en sapant la confiance du peuple allemand à l'égard de son Führer. Après la bataille d'El Alamein, Rommel ne fut plus jamais en mesure de tenir un front solide face à Montgomery et ses troupes composées de Sud-Africains, d'Indiens, de Néo-Zélandais et d'autres encore, aux côtés des soldats britanniques. Aux premières lueurs du 23 janvier, un char britannique conduit par 7 hommes du régiment des Gordon Highlanders réussit à pénétrer dans les ruines désertes de la capitale libyenne Tripoli après avoir roulé sur une route déserte mais minée où chaque pont avait été détruit par les troupes allemandes en retraite. Les chars alliés qui suivirent découvrirent que le renard du désert et ses hommes avaient fui, et Montgomery reçut la reddition de la ville des mains de son maire italien en tenue de cérémonie pour l'occasion. La chute de Tripoli signifiait que Rommel,
alors en route vers la Tunisie, avait perdu sa principale base d'approvisionnement et que les Italiens, eux, avaient perdu la dernière partie de leur empire africain. Les armées d'Hitler perdaient pied en Afrique du Nord. Elles dominaient toujours l'Europe et rien ne semblait encore pouvoir mettre fin à ce régime de terreur qu'elles faisaient peser sur les pays occupés. Au début 1943, 5 ans de la mort étaient en service en Pologne. À la différence des camps de concentration dans lesquels les nazis emprisonnaient leurs opposants politiques, religieux ou ceux qu'ils jugeaient socialement inadaptés, les camps de la mort étaient spécialement conçus pour une extermination industrielle. Les victimes de ces camps étaient des Polonais, des Hongrois, des prisonniers de guerre soviétiques et surtout les Juifs, acheminés de toute l'Europe. L'organisateur de ce génocide était Heinrich Himmler, l'un des plus proches sbires d'Hitler. La SS d'Himmler comprenait des unités militaires et de police aux côtés de l'armée régulière allemande. Ses membres étaient recrutés en fonction de leur adhésion idéologique au nazisme et à la pureté présumée de leur race. Le SS était le prototype de la race dont Hitler rêvait. En Pologne, Varsovie était le lieu de résidence de la majorité des Juifs du pays. Un peu plus de 2 ans auparavant, les Allemands avaient forcé tous les Juifs de la ville à s'installer dans une zone délimitée et close par des... En ce qui concerne les 2 généraux français, ils parvinrent à un accord de partage d'autorité avec les Français d'Afrique du Nord, tout en espérant que ces terres resteraient sous le contrôle des Alliés. Car l'Afrique du Nord s'était avérée un théâtre d'opérations peu favorable aux Alliés, nouvellement débarqués. La route à travers la Tunisie pour faire la jonction avec les hommes de Montgomery était un véritable défi. Ils avaient franchi la frontière de la Tunisie quelques semaines plus tôt, mais avaient été stoppés par des unités allemandes ainsi que par des pluies hivernales rendant les pistes impraticables. Dans la capitale, Tunis, si proche de la Sicile, les Allemands et les Italiens avaient renforcé leur présence militaire, redéployant des avions de transport depuis le front de l'Est. Le commandement français à Tunis, resté loyal à Vichy, autorisait les Allemands à utiliser les aérodromes de Tunisie pour leurs ponts aériens. La marine italienne souffrait d'une pénurie de mazout et les Alliés, eux, manquaient de bateaux pour transporter leurs hommes à travers la Méditerranée. Des navires civils et des navires de croisière furent donc réquisitionnés. Après la bataille d'El Alamein, Rommel ne fut plus jamais en mesure de tenir un front solide face à Montgomery et ses troupes composées de Sud-Africains, d'Indiens, de Néo-Zélandais et d'autres encore, aux côtés des soldats britanniques. Aux premières lueurs du 23 janvier, un char britannique conduit par 7 hommes du régiment des Gordon Highlanders réussit à pénétrer dans les ruines désertes de la capitale libyenne, Tripoli, après avoir roulé sur une route déserte mais minée, où chaque pont avait été détruit par les troupes allemandes en retraite. Les chars alliés qui suivirent découvrirent que le renard du désert et ses hommes avaient fui, et Montgomery reçut la reddition de la ville des mains de son maire italien en tenue de cérémonie pour l'occasion. La chute de Tripoli signifiait que Rommel, alors en route vers la Tunisie, avait perdu sa principale base d'approvisionnement et que les Italiens, eux, avaient perdu la dernière partie de leur empire africain. Les armées d'Hitler perdaient pied en Afrique du Nord. Elles dominaient toujours l'Europe et rien ne semblait encore pouvoir mettre fin à ce régime de terreur qu'elles faisaient peser sur les pays occupés. Au début 1943,
Au début de l'année 1943, la Seconde Guerre mondiale est devenue véritablement une confrontation générale. De plus en plus de nations sont impliquées dans le conflit, qu'elles se soient alignées aux côtés des Alliés ou des puissances de l'Axe, ou qu'elles se soient retrouvées sans défense sous une occupation militaire. En envahissant l'Union soviétique, Adolf Hitler avait réveillé un formidable adversaire. Au cœur du terrible hiver russe, dans les ruines d'une ville qui avait subi de trop longs mois de combat, les forces allemandes furent contraintes à une humiliante reddition. Des milliers de prisonniers de guerre se sont retrouvés à patauger dans les plaines russes. La chute de Stalingrad fut un des moments clés de la guerre, car l'armée rouge put alors commencer à repousser les occupants allemands et à reconquérir leur pays. Le peuple allemand était de plus en plus conscient de l'avantage de poids que les Américains apportaient à l'effort de guerre allié. Les bombardiers de l'aviation américaine avaient rejoint ceux de la RAF pour des raids d'envergure contre les ports, les centres industriels et les grandes villes, délivrant ainsi un véritable message de leur détermination à Hitler et ses généraux, tout en sapant la confiance du peuple allemand à l'égard de son Führer. En 1943, l'espoir d'une issue favorable naissait dans la guerre contre le Japon dans le Pacifique. Pour les jeunes marines américains, l'île de Guadalcanal était synonyme de tout sauf celui de paradis tropical. La réalité était tout autre. Les nuits perturbées par les explosions de bombes et les tirs d'artillerie, les combats sauvages dans une jungle fétide, les marines plongeant dans leurs trous à rats pendant que les avions japonais mitraillaient la zone, la lutte contre la malaria et la dysenterie, et la menace permanente des tirs des snipers. Mais la ténacité des Japonais à Guadalcanal était doucement mais sûrement en train de lâcher. La victoire arriva un peu plus tôt que ne l'avaient espéré les généraux américains et australiens. Région, devaient-ils croire les promesses des Japonais ou tenter de négocier avec les Alliés ? Le traitement souvent barbare des populations locales par leurs nouveaux maîtres japonais les aida à opter pour le colonialisme, définitivement le moins grave de leurs problèmes d'alors. De plus, le président américain était en train de construire prudemment une relation de coopération avec la Chine, une nation en guerre contre le Japon depuis 1937. Les Chinois étaient nettement du côté des Alliés, en dépit de leur réserve à collaborer avec l'Occident. En Afrique du Nord, les Alliés reçurent un accueil favorable des populations indigènes qui regardaient, en observateurs muets, la guerre se dérouler sur leur sol. Le conflit entre les puissances européennes se déroulait, heureusement, plus souvent au cœur du désert que dans leurs villes. Pour les Alliés, le succès dans le sable et les collines arides d'Afrique du Nord laissaient entrevoir l'espoir de la fin du national-socialisme d'Hitler et de son idéologie obsessionnelle de pureté raciale. Au début de l'année 1943, les troupes américaines et britanniques qui avaient débarqué par surprise sur les côtes du Maroc et de l'Algérie au début de l'hiver attendaient la décision d'une grande tentative de poussée vers l'Est dans l'espoir de rejoindre les forces sous le commandement du Britannique Montgomery. La 8e armée de Montgomery avançait le long de la côte méditerranéenne depuis la direction opposée, en marchant sur les talons de l'armée allemande en retraite conduite par Rommel, surnommé le renard du désert. La victoire arrachée par Montgomery sur les forces de Rommel au cours de la bataille d'El Alamein, en plein désert de Libye,
avait largement remonté le moral des Britanniques. La percée alliée à El Alamein avait forcé Hitler à donner une plus grande importance stratégique aux opérations en Afrique du Nord. Avec son allié italien Benito Mussolini, il envoya encore plus d'hommes et de matériel dans la région, par air et par mer, en provenance de la Sicile. Les succès alliés en Afrique du Nord avaient également obligé Hitler à envahir le sud-est de la France, auparavant zone libre, administrée par le gouvernement pétainiste. Furent surpris de découvrir des graffitis anti-nazis sur les murs. Dans l'université de la ville, des étudiants osèrent même protester, scandant des « Abat Hitler ». Un groupuscule étudiant, la Rose Blanche, avait fait circuler des tracts anti-nazis dans un certain nombre de villes pendant des mois. Les étudiants de la Rose Blanche étaient des non-violents. Un certain nombre d'entre eux avaient servi sur le front ouest. L'un d'entre eux avait été témoin du traitement réservé par les Allemands aux Juifs polonais dans le ghetto de Varsovie. Il ne pouvait effacer ces images de sa mémoire. N'est-il pas vrai que chaque Allemand a honte de son gouvernement aujourd'hui ? Disait la première lettre. Qui peut imaginer quel degré de honte lorsque ces crimes affreux qui dépassent l'imagination humaine seront enfin révélés ? Sans surprise, les nazis écrasèrent rapidement ce mouvement avant qu'il ne puisse grossir au point de devenir dangereux. La Gestapo, la police secrète, fut efficace. Les deux leaders du réseau, Hans Scholl, un étudiant en médecine de 25 ans, et sa sœur Sophie, étudiante en biologie âgée de 21 ans, ainsi qu'un troisième étudiant, furent exécutés fin février. 3 autres activistes de la Rose Blanche partagèrent leur sort avant la fin de l'année, payant le prix maximum pour avoir osé dire tout haut ce que de nombreux Allemands désormais pensaient. La défaite de Stalingrad avait porté un coup violent au prestige de la puissance militaire allemande en Europe. Dans le Pacifique, l'image de l'armée japonaise, à savoir celle d'une machine militaire efficace et d'une armée imbattable, était aussi en train de se fissurer. Les Alliés avaient choisi la chaîne des îles Salomon dans le Pacifique Sud comme point de départ de leur contre-attaque. Les Japonais occupaient plusieurs des plus grandes îles. Les Américains et les Australiens débarquèrent sur l'une d'elles, Guadalcanal. Un aérodrome y était alors en construction. Si les Japonais pouvaient en reprendre le contrôle et le rendre opérationnel, ils menaceraient les routes maritimes entre les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Durant l'automne et l'hiver 1942, les Japonais menèrent une lutte acharnée sur terre, sur mer et dans les airs. Les indigènes, dont la sympathie allait vers les Alliés, gardaient un œil sur les mouvements de l'armée nippone. Début 1943, les troupes américaines avancèrent vers le nord de Guadalcanal. L'aérodrome était entre les mains américaines, mais ils avaient peur d'une nouvelle offensive japonaise. Avaient tenté de s'opposer aux nazis. En Allemagne, le peuple commençait à perdre ses illusions concernant Hitler et son régime, particulièrement lorsque les avions américains et anglais bombardèrent des sites importants, dont Berlin. Le 16 janvier, la RAF était revenue au-dessus de Berlin après 14 mois de pause. La ville fut touchée par 8000 bombes conventionnelles et des milliers de petites bombes incendiaires. Cette attaque intensive se renouvellera la nuit suivante. 10 jours plus tard, les bombardiers américains effectuèrent leur première mission sur le territoire allemand lors d'un raid de jour contre la base navale de Wilhelmshaven sur la mer du Nord à l'ouest de Hambourg. Puis ce fut le tour de Hambourg de se retrouver sous les bombes. Le samedi 30 janvier, la RAF marqua le 10e anniversaire de l'Allemagne nazie en effectuant 2 raids contre la région.
Le second, dans l'après-midi, fut programmé pour interrompre une radiodiffusion du discours de célébration par le ministre de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels. Quels que soient les doutes que puisse avoir le peuple allemand et quelles que soient les questions que se posaient les proches d'Hitler sur son état d'esprit, Goebbels était le plus loyal d'entre tous. Jamais les talents oratoires de Joseph Goebbels n'avaient été aussi nécessaires, en particulier alors que les nouvelles de la défaite allemande à Stalingrad commencèrent à filtrer. Stalingrad était la première grande défaite de l'Allemagne, et il serait difficile de dissimuler l'importance des pertes à un public allemand déjà très meurtri. Le 2 février, la dernière unité allemande cernée dans la zone industrielle de la ville russe suivit l'exemple du général Paulus et rendit les armes. Le montant des pertes à Stalingrad est éloquent. Du côté allemand, au moins 120 000 hommes étaient morts et au moins 91 000 faits prisonniers, dont 24 généraux. Seulement 5 000 de ces prisonniers allaient un jour rentrer chez eux. Un quart périt dans les jours qui suivirent leur capture, affaiblis par la maladie, la malnutrition et l'absence de soins médicaux. Churchill regardait d'un œil attentif ce que la presse britannique publiait. Une première illustration de cette vigilance eut lieu lors des événements du 2 mars. Un mouvement de panique dans une station de métro utilisée comme abri contre les raids aériens à Bethnal Green fit 173 morts. La plupart étaient des femmes et des enfants, alors que les bombardiers allemands cette nuit-là ne firent aucune victime. Les habitants de la région ne comprirent pas pourquoi ce drame était si peu couvert par les journaux. De fait, il y avait une très bonne raison à ce silence médiatique. Winston Churchill avait décidé que cette histoire pourrait nuire au moral de la population et fournir des armes à la propagande allemande, ce qu'il était déterminé à ne pas leur donner. Au printemps 1943, des informations sur le traitement réservé aux Juifs européens dans les zones sous contrôle des nazis commencèrent à parvenir aux Alliés, les rendant encore plus déterminés à en finir avec Hitler, et rapidement. Le 23 mars, Himmler fut informé qu'environ 1,5 million de Juifs avaient été tués depuis le début de la guerre. Par pure coïncidence, le même jour, l'archevêque de Canterbury se trouvait à la Chambre des Lords à Londres et plaidait pour que le gouvernement britannique vienne en aide aux Juifs d'Europe. Nous avons aujourd'hui une énorme responsabilité, dit-il. Nous sommes à la barre de l'histoire par la volonté des hommes et de Dieu. Les autorités britanniques avaient eu connaissance de ce qui se passait dans les camps de concentration grâce aux casseurs de codes de Bletchley Park, dans le Buckinghamshire, qui surveillaient toutes les communications allemandes. Des rapports parvenaient également du gouvernement secret polonais et le Congrès mondial juif de Genève tentait d'alerter le gouvernement britannique du drame qui se jouait. Certains fonctionnaires et politiciens britanniques jugèrent que ces histoires relevaient de la pure propagande. D'autres s'inquiétaient réellement. Winston Churchill croyait fermement que la meilleure façon d'aider ceux qui étaient traités de façon inhumaine dans les camps de concentration était de continuer à aller de l'avant avec l'obsession de battre l'Allemagne d'Hitler. Les nouvelles d'Afrique du Nord étaient très positives, sans condition de leurs ennemis. Ce qui signifiait aucune négociation, aucun arrangement et jugement des responsables des atrocités perpétrées. En fait, les Alliés avaient décidé de cette politique bien avant Casablanca. Le rapprochement avec les anciens responsables de Vichy, qui avaient auparavant collaboré avec les nazis, était sévèrement critiqué aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Roosevelt dut rappeler que leur objectif était d'obtenir la défaite totale du nazisme et de son idéologie criminelle. En signe d'estime envers Staline, Roosevelt déclara devant les nombreux reporters présents qu'il rendait hommage au rôle déterminant que la Russie jouait dans cette guerre. Cependant, la plupart des plus importantes décisions prises à Casablanca durent être cachées au public. La première de ces décisions était que le second front qui serait ouvert contre l'Allemagne le serait en Sicile ou en Sardaigne, et ensuite sur le sol italien plutôt que dans le nord-ouest de la France. Il fut aussi décidé que l'invasion de l'ouest de l'Europe par la Manche n'était pas envisageable en 1943. Il n'y avait pas encore assez de troupes américaines en Angleterre, pas assez de navires pour un débarquement aussi important en France. Cependant, la planification de ce débarquement programmé pour 1944 progressa et entra dans sa phase opérationnelle. Une autre décision restée elle aussi secrète après la rencontre de Casablanca fut l'accord concernant les raids de bombardement sur l'Allemagne par les Américains et les Anglais dans le but d'affaiblir la puissance allemande sur les théâtres d'opérations russes et méditerranéennes. Ces bombardements devraient cibler les infrastructures militaires et industrielles allemandes et, selon les termes de l'accord, affaiblir le moral du peuple allemand et saper sa capacité à résister. En ce qui concerne les deux généraux français, ils parvinrent à un accord de partage d'autorité avec les Français d'Afrique du Nord, tout en espérant que ces terres resteraient sous le contrôle des Alliés. Car l'Afrique du Nord s'était avérée un théâtre d'opérations peu favorable aux Alliés, nouvellement débarqués. La route à travers la Tunisie pour faire la jonction avec les hommes de Montgomery était une véritable réalité. La bataille pour Stalingrad était terminée. Ailleurs, d'autres signes de très mauvais augure pour les envahisseurs allemands apparurent. Le 18 janvier, le blocus qu'ils avaient établi autour de la deuxième plus importante ville russe, Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, avait été brisé. Les Russes avaient réussi à tracer un étroit couloir par lequel ils faisaient passer des approvisionnements pour la ville affamée et décimée par les maladies. Ils réussirent aussi à évacuer un grand nombre de civils. Staline, depuis un moment, pressait les États-Unis et la Grande-Bretagne d'ouvrir un front en Europe occidentale pour réduire la pression sur l'Union soviétique. Bien qu'un second front en Europe n'était alors pas envisageable, les progrès des Alliés en Afrique du Nord avaient permis de détourner une partie des ressources militaires de l'Axe loin de la Russie. Les Alliés marquaient le pas en Afrique du Nord, ralentis par les pluies hivernales. Mais au plus haut niveau politique, les bases d'un accord sur la conduite à tenir prenaient forme. La bataille de Stalingrad entrait dans sa toute dernière phase quand deux hommes se retrouvèrent à l'hôtel Anfa de Casablanca, le principal port du Maroc, sous les pseudonymes de Amiral Q et Monsieur P. Le personnel de l'hôtel fut estomaqué de voir qu'il s'agissait en fait du président américain Roosevelt, qui était arrivé par les airs via l'Afrique occidentale, et du Premier ministre Winston Churchill, arrivé depuis Londres à bord d'un bombardier spécialement aménagé. Staline avait été invité à les rejoindre, mais il fit parvenir un message disant qu'il lui était impossible de quitter son pays à un moment si crucial. Il ne manqua pas cependant de rappeler aux deux autres participants qu'ils avaient promis d'ouvrir un second front en Europe au printemps.
Le Maroc était un protectorat français dirigé auparavant par des représentants loyaux à la France de Vichy. Il était aujourd'hui une place sûre pour les deux chefs d'État après que les Alliés s'y soient installés. L'amiral Darlan, ayant renoncé à son allégeance à Vichy, avait accordé aux Américains le droit d'utiliser les ports pour leur transport de troupes. Lorsque Darlan fut assassiné par un dissident français quelques semaines plus tard, son poste d'administrateur d'Afrique du Nord fut occupé par un autre ancien vichiste, le général Henri Giraud. Parachutage dangereuse parce que obligeant les pilotes à voler à travers les montagnes jusqu'en Chine. Le temps démontra qu'ils avaient raison. L'offensive terrestre britannique menée contre les Japonais sur la côte occidentale de Birmanie progressait également très lentement. Les Britanniques et les soldats indiens se heurtaient à leurs adversaires japonais, bien entraînés et très aguerris. Cette première campagne d'Arakan eut cependant une conséquence heureuse. Elle accéléra les recherches pour trouver un médicament efficace pour prévenir la malaria. En février, les Britanniques avaient le moral en berne. Un succès en Birmanie leur redonnerait courage et espoir. Avec un timing parfait, une unité des forces spéciales bien entraînée allait jouer ce rôle dynamiseur. Il était prévu de les faire passer derrière les lignes japonaises en Birmanie afin de perturber leur logistique en détruisant les moyens de transport. Leur chef déclara aux journalistes que cette force spéciale allait s'appeler les Chindits, du nom d'un lion birman mythique. Les 3000 Chindits passèrent la frontière et s'enfoncèrent en Birmanie, mais trouvèrent un terrain plus difficile que prévu. Ils réussirent à faire sauter de nombreux ponts, attaquant des divisions d'infanterie japonaises. Vers la fin du mois de mars, ils reçurent l'ordre de revenir en Inde. Bien qu'il n'ait pas détruit beaucoup de voies ferrées, le raid des Chindits fut exploité par les médias, ce qui remonta le moral des Britanniques en Inde et en métropole. Obligatoirement, il était possible, grâce à une meilleure organisation, de contrecarrer les Japonais dans la jungle. En 1943, les Alliés furent obligés d'adapter leur stratégie militaire aux différents terrains rencontrés. La jungle birmane exigeait des tactiques de guérilla, mais les larges horizons d'Afrique du Nord étaient propices à des stratégies militaires plus classiques. Le général américain Eisenhower faisait autorité sur l'ensemble des opérations militaires alliées dans toute la zone de la Méditerranée. Le général britannique Montgomery recevait ses ordres de lui.